Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce 5e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous allons aborder ensemble le travail d'un prêtre du 19e siècle qui en une dizaine d'années a posé les bases de la génétique. Et pour réaliser cet exploit, il a utilisé un outil révolutionnaire pour son époque, des petits pois. Oui, vous avez bien entendu, de simples et innocents petits pois exactement comme ceux que nous mangeons. Comment quelque chose d'aussi banal que des petits pois peut bien révolutionner les connaissances en biologie, eh bien c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cet épisode. Johann Mendel est né en 1822 à Eisendorf, un petit village au sein de l'Empire d'Autriche qui est aujourd'hui situé en République tchèque. Sa famille est paysanne et très tôt, le jeune Johann travaille avec son père dans le verger et effectue plusieurs travaux pour aider la famille. Il poursuit ensuite des études brillantes, mais suite à un accident grave de son père, ce dernier ne peut plus payer le coût de ses études, et son professeur de physique, un moine augustinien, va alors convaincre la famille de faire entrer le jeune garçon dans les ordres afin que l'église paye ses études. Il rentre alors au monastère de Brunn, à l'âge de 21 ans, sous le nom ecclésiastique de Grégor. La ville étant très commerciale, elle possède notamment plusieurs manufactures laitières ou lainières. La réflexion sur la sélection animale et l'hérédité est une question importante pour les élevages afin d'obtenir des animaux aux caractéristiques désirées, comme par exemple une croissance plus rapide, une production laitière plus importante ou une laine de meilleure qualité. La théorie qui domine à l'époque quant à la transmission des caractères parentaux est celle de l'hérédité par mélange. Cette hypothèse suppose que les deux parents participent à parts égales à l'aspect de leurs descendants. Leurs enfants possèdent donc des caractères intermédiaires à mi-chemin entre ceux de la mère et du père. Cette théorie se base principalement sur les observations de l'époque sur la reproduction humaine, car suite à l'époque de l'esclavage, les gens ont pu observer des enfants nés d'un parent blanc et d'un parent noir. Ces enfants métis, qui sont désignés à l'époque par le terme péjoratif et raciste de mulâtres, ont une couleur de peau trop foncée pour être considérée comme blanche, mais également trop claire pour être qualifiée de noire. Les observations sur la couleur de peau vont donc dans le sens de l'hérédité par mélange, et c'est la raison pour laquelle cette théorie était très en vogue à l'époque. Mais si l'on s'autorise à chercher un peu, on peut tomber sur les cas rares comme les jumelles Aylmer ou les jumeaux Kelly qui ne sont absolument pas explicables par le mélange. Comme quoi les choses ne sont pas aussi simples que l'on pourrait le croire au premier abord. Mais malgré tous les métis humains et aussi quelques hybrides animaux qui viennent appuyer l'hypothèse par mélange, Mendel n'était pas totalement convaincu. Il décide donc de mener des expériences pour tester la transmission des caractères héréditaires, et c'est à l'entrée au monastère de Brunn en 1854 qu'il commence alors ses expériences avec des souris dans sa propre chambre. Oui, je sais, on avait parlé de petits pois et maintenant je parle de souris, mais j'y arrive. Justement, les souris posent un énorme problème à cause de l'odeur incommodante, et il est très vite contraint par ses supérieurs de stopper son expérience. Mendel ne se laissera toutefois pas atteindre par ces interdits et va alors décider de trouver une autre espèce à étudier. C'est alors que son choix va se porter sur les petits pois. La raison principale est que les petits pois étant comestibles, personne n'osera lui reprocher son travail s'il permet de nourrir les hôtes de l'abbaye. La seconde raison ayant convaincu Mendel est la capacité des petits pois à s'auto-féconder. Sans aucun pollinisateur extérieur, la fleur de petits pois s'auto-féconde et produit alors des graines dont elle est à la fois le père et la mère. Et c'est un avantage très important car en enfermant une fleur dans un tissu, les insectes pollinisateurs sont bloqués et la fleur va alors s'auto-féconder. Mendel est donc assuré d'obtenir des graines en grande quantité dont il connaît les parents, tout en sachant que la main-d'œuvre nécessaire sera réduite. Parmi les autres avantages du petit pois, on peut également citer sa vitesse de pousse qui est importante, le peu d'entretien nécessaire, ou alors le nombre important de graines produites par plante. Une espèce qui est donc parfaite pour se lancer dans ses expérimentations. Dès l'été 1854, il commence alors à mettre en place un jardin expérimental dans la cour de l'abbaye afin d'observer les petits pois. De ces observations, Mendel décide d'étudier 8 caractères facilement discernables au cours de ces croisements. La forme des graines, leur couleur, la fine peau qui les entoure, la forme des gousses, la couleur des gousses, la couleur des fleurs, la taille des plantes et la position des fleurs sur la plante. Une fois tous ces caractères à étudier déterminés, Mendel commence alors à préparer son expérience avec patience et minutie afin d'être sûr d'en contrôler tous les paramètres. Il va alors pendant 2 longues années laisser ses petits pois se reproduire par autofécondation afin de s'assurer qu'ils soient de lignée pure. Alors là, il faut absolument comprendre que le terme de lignée pure n'a aucune connotation raciste. La lignée pure, c'est simplement un ensemble d'individus tous semblables et dont les descendants présentent exactement les mêmes caractéristiques. Dans une lignée pure, vous retrouverez donc les mêmes traits à l'identique de génération en génération, aussi bien chez les ascendants que chez les descendants, qui seront en tout point identiques les uns aux autres. Une lignée pure est donc indispensable pour pouvoir faire des croisements corrects, car elle assure que le croisement fait aujourd'hui aura le même résultat que le même croisement fait dans 1 an, 10 ans, voire plus. Grâce à la lignée pure, on peut reproduire l'expérience de croisement et s'assurer du résultat obtenu. Mendel sait qu'il ne peut se permettre aucune erreur et ces 2 longues années vont être mises à profit pour sélectionner consciencieusement des petits pois de lignée pure. Et malheureusement pour tous ceux ne respectant pas scrupuleusement les critères définis par Mendel, ils finiront inexorablement dans l'assiette, sacrifiés pour la science.
En 1856, après 2 longues années de sélections impitoyables et de soupe de petits pois à répétition, Mendel débute enfin réellement l'étude des hybridations. Il va alors croiser entre elles des plantes ne différant que par un seul caractère. Par exemple, une plante à fleurs blanches avec une plante à fleurs violettes, une grande avec une petite, etc., etc. Ne sachant si les caractères sont transmis de façon égalitaire entre les deux parents ou s'ils sont transmis préférentiellement par le père ou par la mère, Mendel va alors faire des croisements dans les deux sens. Il prendra donc le pollen d'une fleur blanche pour féconder une fleur violette et inversement. Si cela peut sembler idiot, c'est en fait loin d'être le cas, car ne sachant pas en effet si la transmission héréditaire se fait de façon égalitaire ou non, il teste également cette hypothèse. Si les descendants ressemblent plus à leur père ou à leur mère, cela veut dire que la transmission se fait de façon asymétrique. Les résultats de Mendel montreront au contraire que la transmission se fait de façon totalement symétrique et qu'aucun des deux parents n'est favorisé au détriment de l'autre dans la transmission des caractères héréditaires. Avant de parler des résultats des croisements, je vais vous expliquer un peu la notation que vous pourrez voir par endroits au cours de cette vidéo. Les parents issus de lignée pure sont appelés la génération F0. Les descendants de la génération F0 sont appelés de façon logique la génération F1. La génération F2 sera donc les enfants de la génération F1 ou encore les petits-enfants de la génération F0. Et ainsi de suite, F3, F4, F5, etc. Si vous savez compter, vous allez pouvoir vous en sortir. Passons maintenant aux résultats réels des croisements pendant lesquels Mendel a utilisé la transmission d'un unique caractère à la fois. Il a donc croisé des pois lisses, pois ridés, tous les descendants ont des pois lisses. De la même façon, pois jaunes et pois verts, tous les descendants ont des pois jaunes. Malheureusement, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'informations quant à la couleur de la paroi autour des graines, et il semble que ce caractère ait été abandonné en cours de route par Mendel. Mais reprenons. Cos tordue et cos lisse, tous les descendants ont une cos lisse. Cos jaune, cos verte, tous les descendants ont des cos vertes. Fleurs violettes et fleurs blanches, tous les descendants ont des fleurs violettes. Plantes petites avec des grandes, et tous les descendants obtenus étaient grands. Fleurs axiales, fleurs terminales, tous les descendants ont des fleurs axiales. Je ne sais pas trop si vous prenez la réelle mesure de ces résultats, mais avec de simples croisements sur des petits pois, Mendel vient de réussir l'exploit de totalement torpiller l'hypothèse de l'hérédité par mélange. Là où cette hypothèse du mélange voudrait que l'on obtienne à chaque fois une moyenne entre les caractères des deux parents, on observe que c'est uniquement le caractère d'un des seuls parents qui s'exprime. Et ce résultat n'est pas obtenu une seule fois de manière anecdotique sur un petit caractère. Il est retrouvé systématiquement sur chacun des caractères étudiés et vient contredire à chaque caractère la théorie de l'hérédité par mélange. Bon, tout ça c'est très bien, mais Mendel ne va pas s'arrêter là. Il va continuer ses expérimentations, mais cette fois-ci avec la génération F1 qu'il vient de créer. On avait parlé de l'autofécondation chez le pois, et c'est cette capacité qui va se révéler très intéressante. Mendel va forcer les hybrides F1 à s'autoféconder pour observer les caractères sur la génération F2. Pour plus de simplicité, nous allons nous concentrer uniquement sur le caractère de la couleur des fleurs, mais dites-vous que le fonctionnement est le même pour les autres caractères. Mendel croise donc des individus F0 à fleurs violettes avec des individus F0 à fleurs blanches. Tous les descendants F1 ont des fleurs violettes. On voit donc que ce caractère à fleurs violettes l'emporte systématiquement, et ce caractère est donc dit dominant sur les fleurs blanches. En observant la génération F2, le résultat est encore plus étonnant. Mendel trouve que 75% des pois de la génération F2 ont des fleurs violettes, tandis que 25% des pois de la génération F2 vont donner des fleurs blanches. On observe donc de manière surprenante que le caractère fleur blanche, qui avait totalement disparu à la génération F1, réapparaît soudainement à la génération F2 chez un quart des individus. Généralement, les informations que vous trouvez sur les travaux de Mendel s'arrêtent ici et finissent sur la conclusion. Il est vrai qu'avec nos connaissances actuelles sur les lois de l'hérédité, le résultat obtenu semble logique. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, Mendel ne connaissait absolument pas les lois de l'hérédité, vu que c'est lui qui est en train de les découvrir. Mendel va donc continuer son expérimentation et regarder les caractères de la génération F3. Il observe que les individus F2 à fleurs blanches donnent tous des individus F3 à fleurs blanches, qui donneront à leur tour des individus F4 à fleurs blanches, qui donneront à leur tour des individus F5 à fleurs blanches, jusqu'à la fin des temps. On retrouve donc ici une lignée pure à fleurs blanches. Sur les individus F2 à fleurs violettes, les choses sont un peu plus compliquées. Sur un individu à fleurs violettes sur 3, soit 25% du total de la génération F2, la génération F3 aura uniquement des fleurs violettes, qui donneront à leur tour des générations F4 uniquement à fleurs violettes, etc. Comme pour les fleurs blanches, on récupère donc ici une lignée pure, mais cette fois à fleurs violettes. Pour les plantes à fleurs violettes restantes, qui représentent 50% de la génération F2, on retrouve chez leurs descendants F3 le même schéma que dans la génération F2. 75% de plantes à fleurs violettes et 25% de plantes à fleurs blanches. Les plantes à fleurs blanches sont de lignée pure, et un tiers des plantes à fleurs violettes sont de lignée pure, le reste étant des hybrides qui, à leur tour, répéteront ce schéma inlassablement. Mais alors, comment expliquer ce résultat étrange ? Mendel, qui a heureusement oublié d'être bête, va formuler une hypothèse qui puisse correctement expliquer ces résultats. Il suppose que quelque chose qu'il ne connaît pas est transmis par les parents et dicte les caractères physiques des descendants. Et c'est là que son idée est importante.
Pour lui, ce ne sont pas les caractères en eux-mêmes qui sont transmis. Il appelle ce qui est transmis sous le thème de Faktoren, facteur en allemand, une sorte de notice de montage que les parents transmettent à leurs enfants pour qu'ils sachent comment doit se dérouler l'assemblage des différentes parties de leur corps pour ne pas finir en une espèce de sculpture de Picasso. À aucun moment dans ces descriptions, les mots chromosomes ou gènes n'apparaissent, alors qu'ils sont aujourd'hui indissociables de la notion d'hérédité. Mais si à l'époque les chromosomes ont déjà été découverts, leur rôle dans la transmission n'est pas encore connu, et Mendel ne fera jamais le lien entre les deux. Quant aux gènes, il ne sera inventé que quelques années plus tard pour remplacer le terme Faktoren. Les individus ont donc tous une notice venant de la mère et une autre venant du père. Dans les lignées pures, ces deux notices reçues de chaque parent sont bien évidemment identiques et le caractère est donc le même de génération en génération. Les individus hybrides reçoivent quant à eux deux notices différentes, une pour les fleurs blanches, l'autre pour les fleurs violettes. Nous savons que l'individu va alors avoir des fleurs violettes. Le facteur fleur violette est donc dominant sur le facteur fleur blanche. Mais maintenant regardons de plus près la génération F2. Chaque parent ne peut transmettre à sa descendance qu'une seule et unique notice, et tous les parents sont des hybrides. Chaque parent a donc la possibilité de transmettre soit une notice pour les fleurs violettes, soit une notice pour les fleurs blanches aux descendants. On va donc obtenir des individus qui recevront de leurs deux parents la notice fleur blanche. Ces derniers, à fleur blanche, représentent 25% de l'ensemble des descendants de la génération F2 et sont donc à la base de la nouvelle génération de lignée pure à fleur blanche. D'autres vont recevoir de leurs deux parents une notice pour les fleurs violettes. Ils représentent eux aussi 25% de l'ensemble des descendants et seront à la base d'une lignée pure, mais cette fois à fleurs violettes. Enfin, les 50% restants vont obtenir une notice à fleurs violettes et une notice à fleurs blanches, et eux vont comme leurs parents être des hybrides à fleurs violettes. Et comme leurs parents, 25% de leurs enfants seront de lignée pure à fleurs blanches, 25% de lignée pure à fleurs violettes, et les 50% restants seront des hybrides. Comme je vous l'ai dit juste avant, le résultat est le même pour tous les caractères étudiés, que ce soit la taille, la couleur des pois, la forme des cosses, à chaque fois il y a un caractère qui domine chez les hybrides. On est quand même là face à un travail rigoureux de Mendel qui non seulement démontre que l'hypothèse par mélange est erronée, mais qui repense et explique également la transmission des caractères héréditaires de manière simple et vérifiable. N'importe qui de normalement constitué s'arrêterait ici avec le sentiment de satisfaction du travail bien accompli. Mais pas pour Mendel, car il n'est pas pleinement satisfait de son travail et veut aller encore plus loin. Maintenant qu'il maîtrise parfaitement les croisements avec un seul caractère à la fois, au lieu d'aller se la couler douce pépère savoir si Jon Snow c'est enfin quelque chose, il décide d'aller plus loin en faisant des croisements avec deux caractères à la fois. Un sens certain du fun et de l'amusement. Petit pois, deux petits pois, trois petits pois, quatre petits pois. Ça fait pas beaucoup pour faire un plat. En réalité, Mendel a une théorie qui lui tient à cœur et qu'il voudrait tester depuis longtemps. Pour lui, les caractères doivent être transmis de façon indépendante les uns des autres, c'est-à-dire que chaque caractère se comportera comme s'il était seul au monde, sans aucune influence des autres caractères autour de lui. Il va donc encore une fois préparer des lignées pures, mais cette fois-ci avec deux caractères différents. Il va donc sélectionner ses pois pour leur forme, rond ou ridé, et leur couleur, jaune ou vert. Il va sélectionner une lignée pure à pois jaune et ridé et une lignée pure à pois rond et vert. Des résultats de ces croisements précédents, il sait que les formes rondes et jaunes sont dominantes sur les formes ridées et vertes. Nous allons adopter la notation standard qui est pour un caractère dominant d'écrire sa première lettre en majuscule et pour le caractère dominé, le terme exact est récessif, d'utiliser la même lettre que le dominant mais cette fois-ci en minuscule. Une lettre L majuscule, comme lisse, représente donc le caractère pois lisse, et L minuscule représente le caractère pois ridé. J majuscule, pois jaune, J minuscule, pois vert. À première vue, cette notation ne semble pas très logique, mais elle est en réalité très pratique pour voir le caractère dominant. Comme nos plantes ont été sélectionnées pour être de lignée pure, on sait que tous les pois jaunes et ridés ont deux fois le même caractère des deux parents, et ils seront donc notés avec deux J majuscules et deux L minuscules. De même pour les pois purs de lignée vert et rond, on les notera avec deux J minuscules et deux L majuscules. On peut maintenant faire des suppositions sur l'aspect des doubles hybrides de la génération F1. On s'attend donc à la génération F1 à n'avoir que des individus J majuscule J minuscule, R majuscule R minuscule, qui donneront des pois jaunes et ronds. Et c'est parfait puisque c'est justement ce qu'observe Mendel. Jusqu'à présent, sa théorie semble solide, mais attendez un peu la suite. Pour vraiment s'en assurer, il faut bien sûr regarder la génération suivante, la fameuse F2. Et en faisant un tableau des croisements possibles, on observe ceci. En regardant ces croisements, on est capable de prédire que l'on doit obtenir 16 possibilités différentes.
Dans 9 cas sur 16, soit 56,25%, les individus F2 doivent avoir des poids jaunes et lisses. Dans 3 cas sur 16, soit 18,75%, les individus F2 doivent avoir des poids jaunes et ridés. Dans 3 cas sur 16, 18,75%, les individus F2 vont avoir des poids verts et lisses. Et enfin, dans un cas sur 16, soit 6,25%, les individus de la génération F2 doivent avoir des poids verts et ridés. Et ce résultat théorique correspond très bien aux résultats expérimentaux de Mendel. 315 plantes à pois jaunes et lisses, 101 à pois jaunes et ridés, 108 à pois verts et lisses, et 32 à pois verts et ridés. Les pourcentages obtenus sont donc très proches des résultats attendus. Mais ce n'est pas fini. On remarque que le rapport de caractère pois lisse par rapport au caractère pois ridé est de 423 pour 133, soit 3 fois plus de pois lisses que de caractère pois ridé. De même avec la couleur des pois, 416 pois jaunes pour 140 pois verts, soit encore 3 fois plus de pois jaunes que de verts. Chaque caractère est donc transmis sans influence des autres, comme s'il était seul au monde. Malheureusement pour Mendel, une épidémie viendra dévaster ses cultures en 1863. Après presque 10 ans à étudier les petits pois, Mendel abandonne leur culture et cesse ses études. Il tentera par la suite de faire des croisements avec d'autres espèces, mais sans réel succès, et finira par arrêter. Certaines personnes avancent que ces nouvelles fonctions au couvent en sont la cause, tandis que d'autres invoquent un désintérêt après les échecs rencontrés avec ces nouvelles espèces. Il édictera cependant 3 lois pour expliquer ces résultats. Première loi, la loi d'uniformité des hybrides de première génération. Lors d'une hybridation entre 2 souches pures, tous les individus F1 présentent les mêmes caractéristiques. Pour la couleur des fleurs, tous les individus F1 avaient des fleurs violettes, quelle que soit la couleur des parents. Ce résultat réfute donc le concept d'hérédité par mélange. Deuxième loi, la loi de pureté des gamètes. Les fameux factorons se séparent dans les gamètes. Les individus porteurs de 2 gènes différents ne peuvent en transmettre qu'un seul à chacun des descendants. C'est pour cette raison que l'on retrouvait à la génération F2 des plantes à fleurs blanches, alors que les 2 parents arboraient le caractère fleur violet. Troisième loi enfin, la ségrégation indépendante des caractères héréditaires. Dans les croisements sur 2 caractères comme la couleur et la forme des pois, chacun va se comporter comme s'il était seul sans l'influence des autres caractères. L'importance de ces travaux est telle qu'aujourd'hui encore, près de 150 ans après leur découverte, elles sont encore utilisées comme par exemple pour connaître les risques de transmission de certaines maladies héréditaires aux enfants. Car c'est ça qui est primordial. Mendel avait certes découvert ces lois sur des petits pois, mais elles s'appliquent à tous les êtres vivants. Le plus ironique dans cette histoire est que sa découverte, bien que révolutionnaire pour l'époque, est passée presque totalement inaperçue aux yeux de ses contemporains. Elle était même jugée comme totalement fausse à cause de la théorie de l'hérédité par mélange qui comptait parmi ses défenseurs un certain Charles Darwin. Comme quoi, être le père d'une grande théorie sur l'évolution n'empêche pas de se tromper par ailleurs. Ce dernier aura justement connaissance des travaux de Mendel, mais n'y accordera aucune importance. La théorie de Darwin sur la sélection naturelle et celle de Mendel sur la transmission des caractères parentaux vont s'opposer sans que personne ne pense à faire le lien entre elles. Par la suite, une fois ce lien effectué et les 2 théories réconciliées, elles se compléteront et s'enrichiront mutuellement. Alors je pense que vous allez me dire que les métis ont bien une couleur de peau intermédiaire entre celles des 2 parents. Et vous avez raison. Les lois de Mendel sont justes mais elles ne sont pas parfaites. Déjà, Mendel a eu la chance de tomber à chaque fois sur un caractère où il existait une version dominante et une version récessive du gène. Mais ce n'est pas toujours le cas et 2 gènes peuvent totalement s'exprimer en même temps chez un même individu. Prenons l'exemple du groupe sanguin où les personnes du groupe AB ont reçu une copie du gène A d'un parent et une copie du gène B de l'autre parent. Les 2 gènes s'expriment sans que l'un domine et ces personnes ont donc des protéines du groupe A et celles du groupe B et sont donc AB. Mais il existe aussi des cas où le caractère physique obtenu peut effectivement être un entre-deux par rapport à celui des 2 parents. Malgré les contre-exemples très rares montrés plus tôt, la couleur de peau chez les humains est un bon exemple de ce mélange des caractères parentaux chez l'enfant. Les avancées scientifiques viendront par la suite expliquer que les chromosomes sont le support de l'information génétique et donc les détenteurs du plan de montage d'un individu ainsi que de son fonctionnement. La compréhension de ce mécanisme permettra alors d'expliquer la chance qu'a eu Mendel avec ses petits pois, mais également que ces lois ne sont pas toujours applicables aussi simplement que ses expériences le laissent penser. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'en une dizaine d'années de travail seulement, avec juste des petits pois, Gregor Mendel a néanmoins réussi à découvrir les principes fondamentaux de l'hérédité. Ils seront néanmoins redécouverts au début du XXe siècle et la qualité de son travail ainsi que ses conclusions novatrices pour l'époque seront enfin reconnues et appréciées à leur juste valeur. À tel point que les lois de la transmission héréditaire portent aujourd'hui son nom puisque l'on parle de loi de Mendel ou encore de transmission mendélienne des caractères. Il est donc entré dans le panthéon de la science et peut se targuer d'avoir fait une découverte qui porte aujourd'hui son nom avec de simples petits pois. C'est, il faut le reconnaître, une belle revanche qui fait réfléchir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir vu et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais également à proposer des sujets que vous voudriez voir traités. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.